Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-État. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc envie aujourd'hui de montrer une autre image de Dubaï, celle des Français qui entreprennent. Avec l'exposition universelle 2020 ou encore le musée du futur dont l'accent est mis sur l'innovation autour des défis du changement climatique, j'ai le pressentiment que Dubaï a encore de belles années devant elle. Et grâce à mes invités, j'ai envie de vous donner les clés pour qu'à votre tour, vous puissiez tenter votre chance. Je m'appelle Laura Pouliken et je suis également fondatrice du podcast L'Aléa sur la prise de risque et auteur du site lawfromparis.com. Si vous voulez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram à lawfromparis. Si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler à vos amis, votre famille, à le noter et à le commenter. À très vite dans Histoire de Dubaï. Aujourd'hui, je suis avec Alexandra Conti, professeure de yoga et décoratrice d'intérieur à Dubaï. Bonjour Alexandra, j'ai vu que toi tu étais de ces serial expats, puisqu'après l'Allemagne et la Chine, tu vis maintenant à Dubaï. Ma première question, c'est très simple. Dans quel contexte tu es arrivée à Dubaï ? Dans le même contexte que je suis arrivée en Chine, en fait. Mon mari travaille pour Adidas et donc il avait eu à l'époque la mutation en Chine et 3 années plus tard, il a eu une opportunité sur Dubaï. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé sur Dubaï. Et du coup, qu'est-ce que tu faisais toi en Allemagne et après en Chine ? Alors justement en Allemagne, à ce moment-là, je travaillais également pour Adidas. J'ai passé 2 ans là-bas. Avant, j'étais en France. Je faisais du visual merchandising pour l'Europe. Beaucoup de voyages, c'était très sympa. Et je suis tombée enceinte de ma fille à ce moment-là. J'avais néanmoins la possibilité de continuer à travailler pour Adidas, parce que c'est vrai qu'ils ont des politiques qui sont, j'aurais tendance à dire, un peu plus souples qu'en France, c'est-à-dire qu'on peut avoir un congé maternité d'1 an, mais après il y a un retour dans les compagnies qui est plutôt bien évidemment privilégié et puis facile, parce qu'en général ils arrivent toujours à vous trouver des postes. Quoi qu'il en soit, au même moment où on me proposait, parce que j'avais fait un remplacement de manière assez drôle, j'avais fait un remplacement de congé maternité à ce moment-là, quand j'étais arrivée chez Adidas. Et donc je tombe enceinte. On me propose à ce moment-là un poste et en même temps, on propose le poste en Chine à mon mari. Étant moi-même une enfant, mon père était légionnaire, donc on a beaucoup voyagé. Quand mon mari m'a annoncé ça, je lui ai dit, écoute, on y va, on fonce. Alors la fleur au fusil, parce que moi j'étais enceinte de 7 mois quand on est arrivé en Chine. Premier accouchement, j'avais pas de benchmark, donc c'était parti pour l'aventure. Et si je me trompe pas, du coup, tu es devenue prof de yoga en Chine. Alors effectivement, on a passé 3 ans en Chine et très rapidement, après avoir donné naissance à ma fille, j'ai rencontré la femme d'un collègue de mon mari, qui était elle-même devenue prof de yoga. Elle habite d'ailleurs toujours en Chine, ça doit faire 15 ans qu'ils sont là-bas. Et très rapidement, elle m'a dit, est-ce que tu as déjà fait du yoga ? Alors bon, moi, j'avais fait de la danse classique pendant très longtemps. J'avais un petit peu essayé le yoga, mais elle m'a dit, tu devrais faire ça. Tu viens d'avoir ton premier enfant, ça va te faire un bien fou. En plus, tu viens juste de déménager ici en Chine. Ça devrait t'apporter l'équilibre nécessaire pour pouvoir continuer à avancer sur cette nouvelle vie de manière générale, un nouveau pays, un enfant, etc. Et donc, je me suis entraînée à raison de 4 à 5 fois par semaine. Et ils proposaient des formations là-bas, données par des profs qui venaient de Nouvelle-Zélande. Et donc, au bout de 2 ans et demi, j'ai fait donc cette formation qui a duré 1 mois intensif, avec juste 1 jour de congé dans la semaine, de 6h du matin jusqu'à 18h, 19h le soir. Et voilà, et j'ai eu la première partie du diplôme de prof de yoga.
Et qu'est-ce que ces premières expatriations t'ont apporté d'un point de vue pro, bien sûr, mais également perso? Qu'est-ce que tu dirais avec du recul? Alors, ce qui est assez marrant, c'est que finalement, pour l'avoir vécu quand j'étais enfant, là, d'un seul coup, je me suis retrouvée dans la peau du parent, en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'enfant, quelque part, on subit un petit peu ce que nos parents ont décidé de faire. Là, en tant que parent, d'un seul coup, on comprend finalement, on a cette compréhension de ce que l'enfant, lui, va peut-être ressentir. Bon, là, en l'occurrence, la Chine, j'étais enceinte. Mais c'est un sentiment que j'ai eu après quand on est arrivé ici sur Dubaï. Mais moi, c'était... pour moi, de toute façon, c'est une richesse énorme. Quand on a cette possibilité-là, quand on a cette chance-là, voilà, pour moi, c'est une chance. Quand on a cette chance-là, il faut savoir la saisir. Je dis pas que toutes les destinations sont merveilleuses. J'imagine que certaines doivent être un peu compliquées, mais ça reste quand même quelque chose qui apporte énormément en termes d'adaptation, bien évidemment, et d'ouverture sur le monde. Complètement, je suis d'accord avec toi. Et donc ensuite, quelques années après, tu es arrivée à Dubaï. Pourquoi Dubaï? Donc j'imagine une nouvelle expatriation de ton mari, enfin une nouvelle proposition. Mais donc déjà, est-ce que vous aviez le choix entre plusieurs destinations et vous avez choisi Dubaï? Et ensuite, quelles ont été tes et vos premières impressions sur cette ville finalement qui est beaucoup décriée d'un point de vue extérieur? Alors, nous, en fait, on devait rester encore en Chine pendant 2 ans. C'était presque un contrat... Enfin, il y avait pas vraiment... c'était pas un contrat déterminé, en fait, dans le temps. Et personnellement, moi, l'expérience en Chine m'avait énormément plu. Pour mon mari, ça avait été un petit peu plus... pas compliqué, c'est juste que le travail en Chine est vraiment intense. Donc voilà, et donc quand il y a eu la possibilité, il y a eu une proposition qui s'est faite en fait. À ce moment-là, donc on cherchait pas forcément à partir, mais cette proposition s'est faite à ce moment-là et on en a parlé. Alors c'est vrai qu'au départ, j'étais un peu, alors pour le coup, j'avais pas vraiment de préjugés, d'idées toutes faites, ne connaissant absolument pas Dubaï. J'étais très attachée à la vie qu'on avait à ce moment-là en Chine. Donc, il a fallu faire tout un travail un peu psychologique en se disant, bon, voilà, si on prend ces décisions-là, à un moment donné, c'est parce que ce sont des décisions de famille. Je ne suis pas la seule dans cette aventure-là. Donc, à un moment donné, voilà. Donc, je suis arrivée ici sans idée préconçue. Plutôt surprise finalement de voir même la géographie un petit peu du lieu. Je m'attendais peut-être pas pour le coup à voir autant de zones, je dirais assez plates, tu sais, toutes les zones de Jumeirah, Sukim, où tu as toutes ces maisons en bord de mer. Je pense que pour le coup, alors si j'avais des idées préconçues, c'était peut-être plutôt l'idée d'avoir que des buildings en bord de mer, ce qui finalement n'est pas le cas. Et puis en plus, quand on est arrivé ici, on a quitté la Chine et on a tout de suite fait le Look and See Trip. Donc on est venu passer 1 semaine tout de suite ici avec ma fille. Mon mari commençait déjà à travailler ici, c'était avant l'été. Donc à ce moment-là, moi direct, j'avais commencé à faire les visites des nurseries. Donc des crèches pour ma fille. Donc finalement, voilà, les premières impressions, c'était ça. C'était les visites des crèches sur Dubaï quand je suis arrivée ici. En tout cas pour le Look and See Trip. Parce qu'après, il y a la vraie arrivée fin août. Et donc justement, cette vraie arrivée, donc déjà, comment ça s'est passé, avec le souvenir que tu en as aujourd'hui? Ça fait combien de temps que vous habitez à Dubaï, vous? Ça fait 5 ans et demi. 5 ans et demi. Ok, donc quels sont tes premiers souvenirs? Et tu dirais qu'il t'a fallu combien de temps pour t'intégrer vraiment à la ville et la vie à Dubaï, qui est quand même extrêmement différente de la vie en France, en Europe évidemment, et puis j'imagine aussi de la Chine. Alors je pense que justement le fait d'avoir déjà eu d'autres expatriations te permet finalement, il y a des choses, il y a des mécanismes en fait qui se mettent en place au bout d'un moment avec l'expatriation. Donc tu as une autre manière de réfléchir à ton arrivée. Tu as des clés déjà, parce que finalement d'un pays à l'autre, ça va être pareil, tu vas te retrouver à visiter les maisons avec les boîtes qui te font visiter des maisons, tu sais qu'il va y avoir tout un côté administratif, certes peut-être un peu lourd, mais nécessaire pour tout simplement pouvoir vivre au quotidien dans cette nouvelle ville. Nous, quand on est arrivé ici, en fait, on était dans un hôtel pendant 1 mois.
Pas désagréable, bien au contraire, hein. Plutôt sympa, en plus on bord de mer. Et nous aussi, on était dans un hôtel, mais on n'avait pas le cadre au bord de mer, on était en face de Sheikh Zayed Road, donc c'était un petit peu différent. C'est moins sympa, c'est moins sympa. Et en fait, ce que je fais en général, et souvent je raconte ça à mes amis parce qu'elles me disent « Ouais, mais t'as l'air tellement décontracté, toi c'est bon, tu peux aller à droite, à gauche, aucun problème, tu t'adaptes très vite. » Je leur dis « Vous savez, oui, je m'adapte très vite, mais ne pensez pas que les premiers instants sont aussi faciles que ça. » Et j'ai toujours cette image, parce qu'en général, quand on arrive dans un pays, on a toujours ce passage dans un hôtel. J'ai toujours cette image en tête du premier moment où mon mari, lui, s'en va travailler et où je me retrouve seule, avec un enfant, 2 enfants, hein, quelle que soit la situation, et où je dois ouvrir la porte de la chambre d'hôtel pour me dire, bon bah ça y est, je sors et je vais découvrir cette nouvelle ville dans laquelle je vais habiter. Et ce moment-là, je trouve qu'il est assez symbolique parce que ça demande vraiment un courage, oui, ça demande du courage de la pousser, cette porte, parce qu'on pourrait très bien se dire, bon bah non, pas aujourd'hui, je vais encore rester dans cette chambre d'hôtel, et puis je vais attendre, et puis je verrai, parce que là c'est confortable et j'ai trop peur. Et il faut y aller. Et je leur expliquais, je leur disais, vous savez, la peur, elle est là. Même si on est plus peut-être capable de s'adapter que d'autres, la peur, elle est quand même là. Donc, c'est vraiment ça. Après, très honnêtement, ici, j'ai trouvé ça très facile, très rapidement. Parce que c'est une ville extrêmement cosmopolite. Et que pour le coup, en venant de la Chine, où il y a quand même la barrière de la langue, et on est aux antipodes, enfin, je veux dire, là, culturellement parlant, voilà. La distance entre nos deux cultures françaises et chinoises est énorme. Donc là, on arrive vraiment en pays complètement étranger. Ici, je trouve qu'on n'arrive pas en pays étranger. Voilà. Il y a pas mal de choses c'est tellement cosmopolite, c'est global. Donc on arrive toujours à trouver des choses qui vont nous rappeler l'endroit dont on vient. Et puis d'autant plus après, si on a déjà été expatrié, là, je pense que ça se fait très rapidement. Et donc tes premiers mois, donc tu étais toujours prof de yoga à Dubaï ? Alors effectivement, quand on est arrivé ici, donc j'avais juste ma fille Roman qui avait une place toute trouvée en crèche, déjà réservée 3 mois auparavant. Je savais déjà, oui, alors voilà, l'avantage aussi d'avoir déjà été expatriée, c'est que j'avais déjà fait toutes mes recherches en amont, je savais exactement dans quel quartier à ce moment-là je voulais qu'on habite. Donc les recherches de maison ont été très rapides et en 4 semaines, on était dans notre nouvelle maison. Et effectivement, donc on était dans une petite résidence à Sukim et il y avait une salle qui était disponible à côté de la salle de sport et j'ai donc commencé à donner mes cours de yoga en fait à toutes mes voisines. Il y avait des voisines aussi d'autres communautés qui venaient. Donc ça s'est fait comme ça. J'étais en contact également avec un studio de yoga sur Jumeirah One avec lequel j'avais fait un petit événement et très rapidement je suis tombée enceinte de mon 2e enfant. Donc je suis tombée enceinte de mon 2e enfant et là j'ai eu malheureusement des problèmes de santé. Donc j'ai dû mettre ma pratique de côté pendant un certain temps. Et j'ai pu, au bout d'1 an, recommencer à donner quelques cours à mes voisines. Et à ce moment-là, nous avons décidé d'acheter une maison ici à Dubaï. Et c'est à ce moment-là que ma 2e passion est venue un petit peu plus en amont, on va dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer dans une formation de décoration d'intérieur. Ok, super. Et donc quand tu t'es lancée concrètement, comment ça s'est passé déjà ? Comment ça se passe ? Est-ce que ça a été facile pour toi d'entreprendre à Dubaï ? Quelle démarche tu as entreprise ? Je te pose des questions pour ceux qui nous écoutent actuellement et qui auront envie de se lancer et pourquoi pas dans la même activité, dans le même secteur d'activité. Alors, moi pour le coup, il y a plein de cas de figure ici. Moi, je suis quelqu'un d'assez académique, scolaire. Donc, c'est vrai que je souhaitais faire une formation avant de pouvoir me lancer. Mais ça, je pense que c'est aussi quelque chose d'assez personnel. J'ai toujours ce souci de la légitimité qui me taraude. Et donc, en général, j'aime bien faire les choses dans ce sens-là. Donc, cette passion de la décoration d'intérieur, de toute façon, je l'avais depuis un moment. J'avais pu vraiment l'utiliser quand on habitait en Chine, puisque la dernière année, on avait vécu dans une maison qu'on appelle les Lane House. Donc, ça avait été l'occasion pour moi déjà de vraiment pouvoir
m'éclater en fait dans ce domaine-là. Et donc au moment où on a décidé d'acheter la maison ici, j'ai commencé donc cette formation. Une boîte qui existait à l'époque ici, maintenant la personne qui dirigeait tout ça est rentrée en Irlande. C'était une très bonne formation parce qu'elle était très hands-on, c'est-à-dire qu'on avait vraiment, on travaillait sur des projets très concrets et c'était une nana qui était vraiment, pour le coup, ça faisait 20 ans qu'elle travaillait dans ce domaine ici, donc elle avait vraiment beaucoup de clés à nous donner, beaucoup de conseils à nous donner. Elle nous a fait rencontrer des sociétés, donc c'était vraiment top. Après, bien évidemment, entre ça et après décider de se lancer, je dirais qu'il y a un monde. D'autant plus que actuellement le marché est quand même assez saturé. J'en parlais dernièrement avec une décoratrice d'intérieur ici qui a une très très bonne presse, qui marche très très bien, et elle me disait je sais que pour vous c'est pas facile en ce moment parce que moi quand j'ai commencé il y a ne serait-ce que 4 ans de ça, ouais, ça allait encore à peu près, et là d'un seul coup il y a eu une explosion autour de ça. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident, et c'est pour ça que moi ça m'a pris du temps dans le sens où j'essayais vraiment de trouver un concept qui éventuellement peut-être allait me différencier des autres. Et donc j'ai essayé de réfléchir à comment finalement essayer de lier le yoga à la décoration d'intérieur, et c'est comme ça que j'ai créé d'ailleurs le nom de ma boîte, si je peux appeler ça ma boîte, qui s'appelle AI. Alors il y a 2 histoires assez drôles. Donc AI est né de la manière suivante. En fait, AI signifie atelier yoga et intérieur. Donc mon idée, c'était vraiment effectivement d'apporter la philosophie, on va dire, propre au yoga dans la manière de décorer son intérieur. Donc avec plein de petites clés. J'avais réalisé un article d'ailleurs à ce propos dans le magazine Yoga Life. C'était quand ? C'était l'été dernier. En anglais pour le coup, il était en anglais cet article. Et donc il y avait une personne qui travaillait pour moi à ce moment-là, qui travaillait avec moi à ce moment-là sur le logo que je souhaitais faire pour donc atelier yoga et intérieur, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas encore remarqué que, il me semble que c'est l'acronyme, donné AI. Or, AI en chinois signifie tante. Et quand tu as une nanny à la maison, en fait, en Chine, tu l'appelles AI. Et il se trouve que je suis encore à l'heure actuelle toujours en contact avec la nanny chinoise qu'on avait quand on était, donc il y a 5 ans et demi de ça, quand on était en Chine. Je suis toujours en contact avec elle, et c'est quelqu'un qui est très cher à notre cœur, à notre famille. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit qu'il n'y avait vraiment pas de hasard si j'avais finalement choisi ce nom-là. Donc voilà. Voilà l'histoire de la création d'AI, et ce que je souhaitais effectivement faire avec cette boîte que j'ai décidé de créer de décoration d'intérieur. Canon. Et qui est aujourd'hui ta clientèle, du coup ? Tu travailles avec quel genre de personnes ? Alors c'est assez marrant parce que je me souviens très bien que donc la personne qui nous faisait la formation, donc il y a 1 an et demi de ça, quand j'avais fini la formation, 1 an et demi, 2 ans, nous avait dit à l'époque, vous verrez, vos premiers clients seront certainement des clients de votre communauté. Et au départ, effectivement, j'avais essayé de voir un petit peu plus large, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était surtout les Français qui me contactaient. Certainement parce que peut-être par rapport au style aussi, parce que finalement, on a quand même... j'aurais tendance à dire que, par exemple, les Émiratis vont peut-être pas forcément venir me voir, moi, parce qu'effectivement, j'ai un style qui est plus français, les couleurs, le style des meubles, l'agencement, etc. Je vais pas être dans quelque chose de... j'ai pas envie d'employer le terme bling bling parce qu'il s'agit pas de ça, mais des choses plus volumineuses. C'est vrai que peut-être aussi parce que en France, on a moins l'habitude de travailler sur d'énormes espaces comme on peut les avoir ici. Les Émiratis vont vivre vraiment dans des maisons énormes, donc qui nécessitent des meubles énormes et un tout autre type de décoration. Voilà. C'est vrai que moi, c'est pas comme ça, moi, que je décore les intérieurs. Donc, du coup, ça va être des Belges, ça va être des Français, ou alors ça va être des Libanais qui parlent français.
Donc, tu ne travailles pas aujourd'hui avec des Émiratis. Tu n'as pas eu l'occasion de travailler avec des Émiratis Non, effectivement. J'ai eu l'occasion de faire la formation avec des jeunes femmes Émiratis, oui, qui manifestement avaient déjà d'ailleurs leur clientèle. Mais c'est vrai que non, j'ai pas eu l'occasion de travailler avec des Émiratis. Super. Pour parler un petit peu plus personnel aussi sur ta situation familiale, comment tes enfants, déjà, quel âge ils ont et comment ils se sont adaptés, comment ils vivent à Dubaï, comment ils se sentent? Donc en fait, quand on est arrivé ici, ma fille Romane avait 3 ans. Donc elle, pour le coup, elle pense d'ailleurs encore aujourd'hui qu'elle est chinoise, comme elle est née là-bas. Bon, elle a bien compris qu'elle était française quand même parce qu'elle a 8 ans et demi. Mais il y a quand même toujours voilà, il y a quand même toujours ce sentiment comme ça qui est présent. Donc, j'aurais tendance à dire que pour elle, le fait que de Chine, déjà, on rentre tous les étés en France, donc elle voyait déjà que, bon, ben voilà, on habitait en Chine, mais qu'il y avait un autre endroit, et que cet endroit-là, manifestement, c'était l'endroit d'où on venait, en tout cas ses parents. On a beaucoup voyagé avec elle quand on était en Chine, énormément, on l'a vraiment trimballée partout. Parce que c'est vrai que quand on se trouve là-bas à Shanghai, ben, on peut faire des voyages absolument magnifiques en Asie. Donc on voulait absolument pas rater ces opportunités-là. Et donc quand on est arrivé ici, peut-être que c'était plus moi finalement qui était flippée, qui me disait mon Dieu, comment va-t-elle s'adapter, comment ça va se passer, parce que là pour le coup on arrivait dans un environnement, on venait de la faire sortir donc de Shanghai, elle était dans une école où elle avait une semaine en chinois, une semaine en français, et là on la faisait arriver ici et avec une nouvelle langue. Donc, je me souviens des premiers instants, notamment dans la communauté dans laquelle on habitait, parce que finalement, la première année dans la crèche, elle faisait anglais et français. Donc, au moins, elle avait une adaptation en douceur. Mais la communauté dans laquelle on habitait, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de français. Donc, ses premiers petits copains, c'était des copains qui parlaient anglais. Et finalement, ça a été la meilleure des écoles. Et c'est là où on voit la force que peuvent avoir les enfants, c'est-à-dire que même s'ils ne parlent pas la même langue, ils vont jouer ensemble et ils vont très rapidement s'adapter et très rapidement apprendre cette nouvelle langue. Donc finalement, pour elle, ça a été peut-être encore plus facile que ce que je pensais. Et aujourd'hui, du coup, elle est toujours à la crèche ou ils vont à l'école bilingue? Alors, donc ma fille a 8 ans et demi, donc mon fils que j'ai eu ici à 4 ans. Et on a décidé avec mon mari dès le départ, tout comme on l'avait fait en Chine avec ce système de bilingue. Alors là, en l'occurrence, ils sont pas en bilingue. On a décidé dès le départ que autant essayer de profiter de ces expatriations pour que nos enfants apprennent d'autres langues. Donc ils ne vont pas à l'école française, ils vont à l'école américaine. D'accord, canon. On va finir par des questions d'ordre plus général sur Dubaï. J'ai envie que tu nous racontes, tu nous expliques la chose que tu trouves la plus difficile dans l'expatriation et la chose la plus facile. Alors, je pense la chose la plus difficile, l'expatriation sur Dubaï, c'est le fait que on ne puisse pas marcher, en fait, dans cette ville. Je crois que c'est vraiment ce qui me manque le plus. Et effectivement, dès qu'on rentre en France, nous, on est sur Strasbourg. Et on n'a pas de voiture, on a juste nos vélos. Alors pour le coup, mes enfants, c'est là où je vois qu'ils ont pris de très mauvaises habitudes parce que eux, ils ont ce côté genre ah non, on va pas encore marcher. Je leur dis mais si, justement, marchons, allons prendre l'air, c'est formidable. Et ça, c'est vrai qu'ici, quand je vois qu'il n'y a pas de trottoir, à chaque fois je suis là mais pourquoi il n'y a pas de trottoir à Dubaï? Pourquoi il n'y a pas de trottoir? Mais c'est vrai que quand on vient de l'Europe ou même des États-Unis, d'autres pays en fait où il y a des centres-villes et donc on peut vraiment marcher d'un point à l'autre. Je pense que c'est vraiment quelque chose ici qui manque. Donc pour moi, je dirais que ça c'est ça, c'est surtout ça. Et la chose la plus facile du coup à Dubaï? Il y a beaucoup de choses qui sont quand même très faciles à Dubaï. Il y a beaucoup de choses qui sont quand même très faciles. Je veux dire, la manière dont on est connecté ici, je sais pas, quelque chose de très simple. Quand on se gare et qu'on doit payer son parking, il suffit de prendre son téléphone et puis on rentre son petit code et puis c'est réglé. Il y a beaucoup de choses qui sont facilitées parce que tout fonctionne avec des applications. On a un petit accident de la route, paf, on prend son application, tac, 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 c'est réglé en 2 temps, 3 mouvements. Voilà, pour le coup, ils ont quand même ce côté, toutes les factures, on les reçoit via mail. On n'est plus obligé d'imprimer les documents, on ne les reçoit pas
pas par courrier. Il y a quand même cette conscience-là, d'ailleurs, je trouve, qui est plutôt intéressante ici. Non, je pense qu'il y a pas mal de choses quand même qui sont plutôt faciles ici. Si demain, on te dit on recommence, tu changerais quoi? Tout. Je crois que j'aurais aimé rester un petit peu plus en Chine. Je crois que la Chine, j'en parlerai encore sur mon lit de mort. Hein. L'Asie a été vraiment... l'Asie a été une magnifique découverte. Hein. Mais après, voilà, toutes les expériences sont bonnes à prendre et rétrospectivement, ce qu'on vit aujourd'hui ici, ce que les enfants vivent aujourd'hui ici, c'est quand même absolument formidable et je le vois quand on rentre en France et qu'on voit nos amis et que nos enfants voient leurs enfants, je vois quand même... je peux pas m'empêcher quand même de voir une différence et c'est normal parce qu'ils sont exposés à tellement de choses que voilà. Donc oui, bien évidemment, si tout le monde, je pense, pourrait se dire on change tout et puis on refait carrément une nouvelle vie, mais je pense qu'il faut savoir aussi apprécier tout ce que la vie aujourd'hui, en tout cas, nous a apporté. Complètement. Si tu devais décrire Dubaï en 3 mots. C'est la folie des grandeurs ici, hein. Donc grandeur, il y a un peu de folie quand même quand on voit toutes les constructions qui se font perpétuellement et en même temps tradition. Voilà, je crois qu'il y a la modernité, il y a la grandeur et en même temps la tradition. Et le plus gros cliché sur Dubaï qui selon toi n'est pas vrai? Ah là pour le coup c'est pas du tout vrai, il y a quand même beaucoup de personnes souvent qui me disent mais alors sinon tu dois être voilée à Dubaï. Donc je leur ai dit non, absolument pas. Et je trouve qu'au contraire, même des fois sur les plages, c'est peut-être pas les plages du Brésil, mais mais je trouve quand même qu'il y a une liberté de l'expression corporelle qui est quand même qui peut des fois du coup d'ailleurs même faire qu'on se pose des questions d'ailleurs, mais non, je trouve qu'au contraire, je pense que tout le monde respecte de toute façon voilà, les traditions et en même temps, du coup, ça permet du coup aux gens de pouvoir quand même avoir cette liberté. Et voilà, ça c'est définitivement, je crois, l'un des plus gros clichés. Merci beaucoup, Alexandra.